Que nous reprenons le cours de notre cycle qui, je vous le rappelle, est passé de 8 à 10 conférences puisque Jean Roblin a fait 2 conférences qui se sont ajoutées, qui n'étaient pas prévues au départ. Elles se sont ajoutées en cours de route quand il a su qu'il pouvait venir à Nice au mois de mars. Juste une information, 3 jours après la diffusion de la vidéo, on avait dépassé les 320 et quelques. Alors là, je ne sais pas combien, mais ça a été surprenant. Et Daniel, je te le dis, tu as reçu des messages, mais de gens qui ne font pas partie de... ils ont vu la vidéo sur YouTube, oui. Et du coup... ils ont été passionnés. Je le disais tout à l'heure, donc je suis entré en contact avec une personne qui s'appelle Vincent Launay, qui est probablement un actif, elle se présente comme étant dans la banque, comptabilité bancaire, le dit-il, et qui est en train d'écrire un livre dont il m'a envoyé les 3 premières sections qui font 200 pages, c'est un commentaire, une analyse technique du Capital de Marx, et alors je vous la fais courte, il cherche, à partir du Capital, il cherche à trouver, à définir, déterminer des formes de... Alors, donc le capital, vous voyez le genre, hein, c'est à la louche, c'est profit capitaliste, plus-value capitaliste, machin truc. Alors lui, ce qu'il cherche à partir du capital, c'est à déterminer un profit communiste, une plus-value communiste, etc. Voilà. Bon, il est en train de faire ça, et je vais lire ce qu'il m'a envoyé, et il est en train d'écrire les 3 autres sections. Donc il y aura certainement, très certainement, des retombées sur le séminaire, surtout dans 1 an ou 2, quand nous allons justement attaquer la 2e grande question du séminaire, comment allons-nous faire pour établir notre hégémonie à nous? Puisque là nous sommes sur comment ont-ils fait pour établir leur hégémonie, les bourgeois. Bon, tout ce qu'on décrit là, c'est le monde bourgeois. Et dans 1 an, je reste vague, 1 an, 1 an et demi, on attaquera la 2e question. Voilà, donc je vous en parlerai. Je me permets de dire, parce qu'il ne le dit pas, mais il est quand même enthousiasmé par les thèmes de Daniel et ce qu'il fait. Et il se propose, parce qu'il est dans la même... Il lui a proposé de... Enfin, je le dis, hein, ouais. Il lui a proposé... Il est en train de faire un bouquin, il lui a proposé de participer à son truc, quoi. Ouais. Et moi, je trouve ça... et il a regardé toutes les vidéos. Il a regardé, me dit-il, de nombreuses conférences. Donc, en niçois hein? En niçois? Non. Je dis non, mais je ne sais pas d'où il est. Hein. Ah oui. Mais on a plusieurs, hein, surprenants. Moi, je reçois des messages surprenants de toutes les vidéos. Oui, on sait parce pas que où il est. Les gens partagent, et puis à un moment donné, ça vient de partout. À un moment donné, on avait même reçu, il y a 2-3 ans, de Russie et des États-Unis, des messages. Ah oui, oui. Des gens qui avaient vu les vidéos. Non, mais ils vont sur YouTube, et par exemple, ils écrivent Karl Marx, ils peuvent tomber sur nos vidéos. Oui. Et puis bon, c'est bien parce que c'est pas pour rien, quoi, finalement. C'est pas que pour nous. Donc le cycle est passé de 8 à 10 avec les 2 de Roblin qui s'ajoutent. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est en train de faire la 6e conférence sur 10. 6 sur 10. Nouvelle numérotation. Donc quelques questions que je vais aborder aujourd'hui, dans le même esprit que la précédente conférence que j'ai faite. Quelques questions que je détermine, je les traite rapidement et je passe à une autre, vous laissant le soin, si le sujet vous intéresse, de vous reporter soit
au livre que je vais citer, soit à celui que j'utilise très principalement depuis le début du cycle, c'est le livre de Sèvres, Lucien Sèvres, le tome 4 de sa tétralogie Pensée avec Marx aujourd'hui, dont je vous signale que vous avez à disposition un abrégé de ce tome 4 sur le site des ADL dans mon blog. Il est en ligne depuis des années et des années. Hein? Il est touffu. Et il est... Ah ben oui, 100 pages. Donc, première question que je mets en débat. Est-ce que de Lénine à Staline, est-ce que nous avons affaire à une rupture seulement relative? Sèvres pense que Lénine ne fut pas un pré-stalinien et que Staline, de son côté, ne fut pas un léninien. Il ne fut pas un pré-stalinien, il n'anticipe pas. Il n'anticipe pas Staline. C'est ça que veut dire ça. Et ce qu'il pense aussi, c'est que Staline n'est pas un continuateur de Lénine. Ce n'est pas un Lénine. Mais il relève que beaucoup pensent au contraire que le stalinisme serait un avatar caricatural du léninisme. Beaucoup de gens pensent ça, que le stalinisme, c'est une déformation quasiment, disons, inévitable du léninisme. Ça n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il fait observer que Lénine lui-même a rompu en 1921 avec le communisme de guerre et que le passage à la NEP, nouvelle politique économique, marque justement une discontinuité fondamentale avec une politique où l'on peut voir un antécédent du stalinisme. C'est une rupture totale. La nouvelle politique économique, la NEP, ça consiste à mettre en scène, à redonner un pouvoir économique aux capitalistes, non pas un pouvoir politique, bien entendu, attention, non pas un pouvoir politique, mais un pouvoir économique, oui, bien sûr. La NEP, dit Sèvres, ne se réduit aucunement à un recul temporaire en direction des rapports marchands à la campagne et des concessions au capital privé dans l'industrie. C'est un changement fondamental de la tâche révolutionnaire exigeant une vraie mutation de la conscience communiste. C'est ainsi que Lénine dit en 1923 « Force nous est de reconnaître que tout notre point de vue sur le socialisme a radicalement changé. » Voilà ce que Lénine dit. Tout notre point de vue sur le socialisme a radicalement changé. Fin de citation. En fait, si rupture il y a, c'est une rupture entre Lénine et Lénine. Entre le Lénine d'avant 1921 et le Lénine à partir de 1921. Et Lénine je ne vais pas dire qu'il se dédouble, je ne vais pas prolonger la figure, la métaphore, mais disons qu'il y a une rupture. Lénine change de position, il change de cap en 1921. Il change de cap en 1921. Je précise, je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus quand, que c'est dès 1918 que Lénine voudrait changer de cap. Et ça ne se fait qu'en 1921. Il faut 3 ans pour y arriver. Pourquoi? Parce que son parti n'est pas d'accord pour changer de cap. Il lui faut 3 ans pour convaincre son propre parti qu'il faut changer de cap. Et j'en profite pour rappeler
redire que ça exprime une manière d'animer le parti de Lénine qui est méconnue. C'est quelqu'un qui ne violente pas son parti. Quand il n'arrive pas à faire avancer ses idées, eh ben, il attend. Évidemment, on sait aussi que c'était un débatteur plutôt redoutable. Donc, il passait rien, quoi, hein, évidemment. Quand il s'occupait de quelqu'un, c'était pas... Il ne faisait pas semblant. Mais, pour autant, il respectait les votes. Donc, il y a ce changement de cap de Lénine. Roger Martelly, donc, pour en finir avec le totalitarisme, Roger Martelly aborde ce débat-là de manière plus large encore dans ce livre-là. Et dans un autre livre que je n'ai pas, Que reste-t-il de l'Octobre russe? Pour Martelly, l'événement fondateur de l'Octobre russe ouvrait une multitude d'éventualités, dit-il, et ce fut la plus brutale, celle qu'incarnait Staline, qui l'emporta au bout du compte. Par, ajoute-t-il, par une bifurcation où la fatalité n'est pour rien, mais bien une succession de choix tant voulus que subis, où le poids des circonstances a pesé lourd en faveur de la violence continue. Ces circonstances, guerre civile, arriération russe et isolement de l'URSS. Pour Martelly, et Sèvres suit Martelly sur ce point, je le cite, pour Martelly, il y avait quelque chose dans le corpus initial, celui de Lénine et celui du bolchevisme historique, quelque chose qui a limité le champ des autres choix envisageables. Fin de citation. Je vais y revenir. Le tout, dit Sèvres, c'est de définir ce quelque chose. Donc là, on parle de quelque chose, Martelly parle de quelque chose qui est inhérent au projet bolchevique, à l'entreprise bolchevique, qui a rendu menaçante, dit Sèvres, dès 1924. Ah, les Parisiens. Le train, c'est le train. C'est le train, oui. Désolé. Qui a rendu menaçante dès 1924 et à peu près incoercible à partir de 1929, là c'est Staline qui est à la manœuvre, une évolution de sens brutalement contraire à celui de la visée fondatrice. Donc on ne peut pas faire l'économie de deux choses. Premièrement, examiner de manière détaillée la phase léninienne de la Révolution, car là se décide quelque chose, l'existence ou non d'une continuité entre Lénine et Staline. Il faut regarder ça. Et puis d'autre part, il faut aussi examiner de près le marxisme de Staline, car là aussi il y a quelque chose qui se décide. Quel était le sens de ce qui s'est passé de plus essentiel pour nous dans ce XXe siècle, avec ce qu'on appelle couramment le communisme, entre guillemets, vous me verrez souvent mettre la formule entre guillemets. Alors, Staline communiste, point d'interrogation. La réponse à Lénine, léninien, la réponse c'est que Lénine a fait un changement de cap. Il a pivoté sur lui-même à un moment donné en 1921. On peut dire, moi je dis en 18-21, hein, pour insister sur les 3 ans. Bon, donc il pivote, et il pivote bien, parce qu'il va jusqu'à mettre en place les netmen. Les netmen, c'était ça la formule de l'époque. Les netmen en veste de cuir, avec les cols retournés de mouton, là, blanc. Hein, vous voyez, c'était ça, l'image que le peuple a
imprimé. Donc Lénine y pivote et Staline. Est-ce qu'il est communiste? Martelly lui pense que oui. Je le cite, le stalinisme était un communisme et même, hélas, la forme dominante du communisme pendant quelques décennies. Fin de citation. C'est ce que pense Martelly. Pour Sèvres, Staline ne s'inscrivait pas dans la lignée de Lénine. Attention, ce n'est évidemment pas ce que dit l'historiographie. Vous prenez tous les livres qui sont publiés, qui ont été publiés sur Lénine, Staline, le communisme, le socialisme, l'URSS, tout ce que vous voudrez, évidemment, et puis à commencer par Furet, bien sûr, François Furet, eh bien, l'historiographie, elle est dominée par cette idée que, oui, bien sûr, c'était du communisme. Elle prête, l'historiographie, elle prête à Lénine des intentions qui, en fait, ne furent pas les siennes. On a un texte de Lénine qui est assez clair sur ses intentions. Ce sont les thèses d'Avril. Les thèses d'Avril, c'est avril 1917. Dans cet ouvrage, Lénine fait expressément le choix d'une stratégie de révolution pacifique. Celle-ci, dit Sèvres, a été menée avec succès d'avril à juillet 1917 et reprise en septembre-octobre 1917. Conjointement, toutefois, en septembre-octobre, conjointement à la préparation d'une insurrection armée que Lénine prévoit très peu sanglante, ce qu'elle sera. Fin de citation. La guerre civile de 1918, elle n'est pas le fait des bolcheviks, mais de ceux qui viennent de perdre le pouvoir. Donc elle n'est pas à inscrire dans un bilan ni à gauche ni à droite, dans un bilan des bolcheviks. Le quelque chose qui a fait dériver la révolution n'est pas à chercher du côté de Lénine ou du léninisme. Si Staline n'était pas léninien, était-il cependant communiste? Ici, Sèvres en appelle à un usage éclairé et conscient des mots. Je vous l'ai déjà dit quelque part, le communisme au sens théorique, rigoureux du terme, c'est 6 choses: le passage à une société sans classe, le dépérissement de l'État, l'internationalisme prolétarien, la fin de toute domination de l'homme par l'homme, le libre développement de chaque individu, et sixièmement, le tout assorti du mode de comportement politique correspondant aux différentes visées précédemment citées. Pour Sèvres, le stalinisme ne coche aucune de ces cases. Aucune. Je le cite, Staline aura d'évidence été de plus en plus brutalement à travers 3 décennies aux antipodes même du communisme et du communiste, jusqu'à en être l'anti-exemple absolu. Fin de citation. Encore une fois, je le répète, Sèvres est bien conscient que le sens politico-théorique rigoureux des millions de gens sont à des années-lumière de ce sens-là, du sens politico-théorique rigoureux. Ils sont, eux, dans une acception du terme, dans une acceptation du terme différente. Et ça, c'est tout le problème. Difficile d'éradiquer, d'extirper de la tête des gens le sens pratico-pratique ou pratico-politique tel qu'il s'est imposé à leurs esprits au fil des décennies. Bien sûr, on pense tout de suite au rôle des médias, ça va de soi. Je le cite et je passe aussitôt. Bien sûr que c'est important.
Et donc, Sèvres est quand même d'accord avec Martelly sur un point, c'est quand même de parler de communisme ou de socialisme, mais il demande des guillemets. Il demande des guillemets. Socialisme entre guillemets, communisme entre guillemets. Il ne se fait pas d'illusions sur l'efficacité d'une telle demande, mais il demande des guillemets. Voilà. Il est conscient, en fait, de l'extrême difficulté de se battre contre les acceptions admises de la part de millions et millions de gens. Ça, se battre contre ça, ce n'est pas évident du tout. Donc, il ne pense pas réaliste de chercher à imposer un autre mot, une autre expression. Il ne le pense pas réaliste. Et le fait est que il n'y a qu'à regarder dans les médias tous les jours, etc. On ne voit pas quelle place il pourrait y avoir pour un autre mot pour d'autres mots que ceux de socialisme, de communisme ou de stalinisme dans l'univers médiatique. Autre question, comment a pu se faire le passage du léninisme au stalinisme maintenant? Je viens de dire en gros que le stalinisme ne peut pas se comprendre comme une variante aggravée du léninisme, comme du léninisme empire. Je viens de dire, il y a un gap, il y a une fracture. Mais quand même, il faut expliquer comment le passage entre les deux s'est fait. Je reviens sur la césure de 1921, de la NEP. Il faut encore y revenir. C'est un passage très très important, un moment très très important, cette césure de la NEP. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Lénine prend conscience de l'impossibilité du passage au socialisme, tout simplement. Je cite Lénine, « Nous ne devons pas compter sur une application immédiate des principes communistes. Est nécessaire, ajoute-t-il, le repli sur une nouvelle politique économique qui signifie le passage au rétablissement du capitalisme dans une grande mesure. » Le passage au rétablissement du capitalisme dans une grande mesure. Fin de citation. Il faut donc avancer ou imaginer une manière toute neuve d'avancer, toute nouvelle. Fini l'héroïsme sur le champ de bataille pour Lénine, il s'agit d'acquérir maintenant des compétences sur le terrain de l'édification économique, et cela tout en préservant, ce n'est pas le plus facile, l'alliance avec la paysannerie. 90 ou 95% de la population. Le pays, dit Lénine, doit se civiliser. Il le dit souvent ça. Ce n'est pas une citation unique, il le dit souvent. Le pays doit, je vais le redire quelque part, le pays doit se civiliser, il faut accepter de reculer pour mieux avancer. Fin de citation. Ça va être perçu comme une stratégie déconcertante par ses camarades, y compris par des dirigeants bolcheviques, bien sûr. Ce sera perçu comme une stratégie déconcertante, pour ne pas dire que ce ne sera pas compris, tout simplement, que ce ne sera pas compris. Il y a plein de gens qui ne vont pas suivre, pas comprendre, pas suivre le Lénine de 1921. Pourtant, il arrive quand même à obtenir un vote. Mais il y aura un reste de militants et de dirigeants qui ne vont pas comprendre. Donc il faut essayer de comprendre Lénine et aussi comprendre Staline, celui des années 1924-1927. Parce que c'est à ce moment-là, 24-27, Lénine est mort en 24.
Et à partir du moment où Lénine est mort, Staline met les bouchées doubles pour installer son pouvoir dictatorial. Il met les bouchées doubles. Il a commencé dès avant la mort de Lénine, mais il y a quand même quelque chose qui le retenait, qui retenait d'ailleurs pas que Staline, mais beaucoup d'autres. Donc en 1924, Staline met les bouchées doubles et son mouvement de conquête d'un pouvoir sans partage va s'étaler sur 3 ans, 3-4 ans, 24-27. Et c'est alors que l'on peut dire que s'engage la métamorphose calamiteuse du socialisme sans guillemets au socialisme avec guillemets. Ou si vous voulez, communisme sans guillemets vers le communisme avec guillemets. Staline, il exclut de la direction Trotsky, Zinoviev et Boukharine, qui sont des gros morceaux, attention. Hein. Je ne dis rien sur les biographies de ces gens-là, mais ils ont des biographies du tonnerre de Dieu. Fin 1927, Staline se sent assez fort pour faire apparaître ce qui va être son vrai cap, c'est-à-dire l'industrialisation du pays à marche forcée, le rejet de toute démocratie de parti et la criminalisation du désaccord. Et là aussi, il faut signaler un paradoxe, ce n'est pas la première fois que je le signale, mais il faut le signaler, ce paradoxe-là également. Ce volontarisme de Staline va être bien perçu. Va être bien perçu dans la population. Il paraît être dans le droit fil du bolchevisme de 1917. Sauf que, pour nous, ce qui est perçu par la population, c'est une chose. Pour nous, aujourd'hui, nous le percevons, au contraire, comme une rupture. Mais il faut savoir que la population, à l'époque, eh bien, elle ne moufte pas. Elle est plutôt d'accord, plutôt conquise. Nicole. On peut parler? Oui, oui. Parce que, voilà, il faut se situer à l'époque, c'est-à-dire que c'est un pays qui vient d'être battu et rudement battu à la guerre de 14, qui a perdu même des territoires. Deuxièmement, la bourgeoisie va laisser tomber la révolution. Parce qu'au début, ils ont soutenu la bourgeoisie. Ils ont pensé que ça ferait comme la révolution qu'on avait eue chez nous. Les petites gens l'ont fait et la bourgeoisie en a profité. Ça, et puis la paysannerie aussi. Par exemple, il y a entre un paysan moujik, c'est-à-dire serf pour les peuples, ils sortent du servage, ça existe encore, et un ouvrier de l'Oural, dans la métallurgie, ouais. C'est pas du tout la même situation, ni économique, ni politique, ni rien. Même la guerre, ils n'ont pas vécu de la même façon. Et c'est vrai aussi que à partir de ce moment-là, quand la bourgeoisie n'a pas compris, elle a basculé de l'autre côté avec la noblesse, et elle a essayé de lutter contre ça. Il faut en tenir compte. Et quand on veut lutter à l'époque où il n'y a ni télé, ni radio, ni journaux, avec 90% d'alphabet, c'est pas trop important, hein, bon. Donc c'est quand même important. Il faut tenir compte là, c'est-à-dire c'est un pays qui sort du Moyen-Âge, pour la majorité de la population, d'un Moyen-Âge mais qui ne parle même pas la même langue. Hein, parce qu'il faut voir le territoire que c'est. Donc ils ne parlent pas tous la même langue, il faut pas croire ça. Et ensuite aussi parce que par exemple, une partie de la paysannerie qui est arrivée à avoir des terres, elle va se lier à la bourgeoisie. Les Cosaques qui avaient des privilèges, elle va se lier à la bourgeoisie. Alors qu'au début, les Cosaques, ils n'étaient pas contre. Les Koulaks. Les Cosaques. Oui, et les Koulaks aussi. Oui, oui. Mais donc, c'est vrai qu'il y a des aspects comme ça qui sont. Et puis, il y aura les banquiers étrangers qui sont nombreux. Il y aura les banquiers étrangers qui sont nombreux à investir. Oui, oui. Donc, eux, ils auront aussi une action tout à fait négative par rapport à la révolution. Voilà. Je suis complètement... Après, c'est vrai que Staline, c'est certainement pas
un démonstrateur, c'est certain. Il n'y a qu'à voir l'attitude qu'il a pour les femmes, on est de suite vexé. Bien sûr. Je suis d'accord, complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. J'insiste sur un point en particulier, on y reviendra un jour prochain, c'est l'attitude politique des propriétaires terriens en comparaison avec celle des paysans lambda, hein, des paysans lambda, de la masse des paysans. Effectivement, en URSS, le problème, c'est que il y a eu cette tentation récurrente ou démarche récurrente des propriétaires terriens à s'extraire de la masse des paysans et à former un groupe social particulier. Ouais. On n'observe pas du tout la même chose en Chine. Non. Et là, je pense à la révolution de 1949 et aux décennies suivantes. En Chine, la masse des paysans est restée plutôt homogène. Ce serait plutôt aujourd'hui d'ailleurs que des inégalités apparaissent au sein de la paysannerie. Enfin, ce qu'il en reste, elle a quand même très sérieusement diminué. On est passé, c'est comme l'URSS, on est passé de 95 à je ne sais pas combien, 40%. 20 ou 25 ou 30, déjà, un truc comme ça. Ce serait plutôt aujourd'hui que des propriétaires terriens apparaîtraient. Mais à l'époque, en 49, années 50, 60, 70, etc., non, il n'y a pas ce phénomène. Mais l'URSS, elle l'a eu. Donc, oui, ok sur tout ce que tu as pu dire. Donc l'industrialisation à marche forcée, le rejet de toute démocratie de parti et la criminalisation du désaccord qui est, ma foi, plutôt bien perçue par la masse du peuple soviétique. Mais nous, aujourd'hui, nous disons c'était une rupture. On peut se permettre de le dire. Nous faisons de l'histoire et on a le droit, évidemment, de rassembler des éléments de documentation et de se mettre en travers de la route du peuple soviétique quelque part. Hein, c'est tout à fait le droit de l'historien. Nouvelle question. Ah, tu veux ouvrir? C'est chaud. Je peux... Oui, vas-y, Michel. Moi, je suis toujours gêné par l'explication de la fragilité du peuple russe, de la fragilité de la médiocrité, j'ai envie de dire, du peuple russe, pour expliquer le dysfonctionnement au niveau politique. Trop souvent, c'est utilisé comme argument pour justifier des échecs, me semble-t-il, mais j'exprime ma réaction. Mais enfin, le peuple russe, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas à l'époque. Si on prend les paysans qui sont là où il y a l'Ukraine actuellement et qui est à l'époque, qui relevait déjà de l'Union soviétique de l'époque, eh bien, c'est une population, c'est une paysannerie qui a un peu le comportement d'une bourgeoisie, qui est cultivée, qui va à l'école, qui parle plusieurs langues, en général, pas tous, mais en général. Mais si vous parlez du moujik du fin fond de la Sibérie, là-bas, ça n'a rien à voir, ils ne parlent même pas la même langue, bien sûr. Donc, il ne peut pas y avoir d'unité, c'est très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que le servage est encore officiellement en vigueur au moment de la Révolution. Il est encore officiellement en vigueur. Toutefois, il a déjà beaucoup diminué. Mais il n'est pas encore aboli. Non, parce qu'il avait été renforcé sous Catherine II, parce qu'ils avaient beaucoup de terres, mais pas assez de bras pour les travailler. Ça, c'était un problème récurrent aussi dans l'histoire de ces grands pays. Donc,
pour ce comble, il faut attacher le paysan à la terre. Alors les Romains l'ont fait avec les esclaves, et puis quand l'esclavage a disparu, c'était les serfs, mais on l'avait aussi en France au Moyen-Âge. La situation de beaucoup de paysans de l'époque, en Union soviétique, en 1920-1925, c'est la situation des serfs de la France à la fin du Moyen-Âge. Donc, mais, tout à fait d'accord. C'est une question dérangeante, bien sûr, que tu poses, mais la situation du moujik, je fais exprès là, hein, d'utiliser ce mot de moujik, évidemment. Le moujik, il est encore un peu dans un bain féodal. Un peu de servage en récession, en diminution, mais le servage, c'est important, n'est pas encore aboli. Non. Bien. La direction de la société, elle est effectuée par des chaînes de commandement hyper longues, avec le tsar et ses représentants territoriaux, et les féodaux russes. Comme dit Nicole, il devait y avoir des profils de féodaux extrêmement divers et variés selon les endroits, les ethnies, etc. Bien. Et pourquoi où je veux en venir, c'est qu'on avait quand même bien affaire à des personnes qui, socialement, étaient à 1000 lieues de ce qu'elle espère, là, hein, de la révolution bolchevique, etc. etc. Entre nous soit dit, c'est bien pour ça qu'elle a eu lieu d'ailleurs, hein, cette révolution bolchevique, c'est parce qu'il n'y avait pas, Gramsci dira plus tard, il n'y avait pas de société civile digne de ce nom en Russie. Qu'est-ce qu'il y avait en Russie comme échelon pour penser l'activité sociale, etc. Bon, bien sûr, le tsar et tous ces pseudopodes, mais et après il y avait les féodaux, et au niveau du terrain, il y avait bon, des genres de communes, enfin on ne disait pas des maires, mais ce genre-là, voilà, et c'était tout. Et le peuple, et ça marchait parce que le peuple, il était d'une particulière passivité, apathie. On dit la même chose aujourd'hui de la Russie. Je ne sais pas si on a raison de le dire aujourd'hui. C'est pas la même. Je ne sais pas si est-ce qu'on le dit. J'entends ça, hein, j'entends ouais. Enfin, pour l'époque, je vais donner un exemple qui est frappant. C'est Gogol. Gogol, c'est un auteur qui est mort au début du XXe siècle. Donc, il a connu une période juste avant. Alors, lui, il y a un livre qui a été publié, mais qui n'était pas terminé. Parce qu'il faut savoir que Gogol, il est mort fou. Il circulait beaucoup et tout. Il était il était dérangé. Et puis, ceux qui voyaient de la vie par rapport à ses idées à lui, ça l'a fini de le perturber. Il était bipolaire. Mais c'est l'ouvrage qui s'appelle Les âmes mortes. C'est un gars, il fait fortune parce que beaucoup de grands possesseurs de terre, terrines, et cultivables, n'ont pas la main d'œuvre pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'apercevoir que les moujiks qui sont attachés à la terre, le moujik, il faut savoir qu'il est attaché à une propriété foncière précise, il ne peut pas aller travailler ailleurs. Donc, il va s'apercevoir qu'il meurt. Alors lui, il va donner de l'argent pour avoir des registres et tout, pour que les gens se taisent, et il va acheter les âmes mortes, c'est-à-dire les moujiks qui sont morts. Et il va les vendre à Moscou à des grands propriétaires. Ça veut dire qu'il y a des grands propriétaires qui, dans leur propriété, n'y mettent jamais les pieds. Il va se faire du pognon comme ça. Voilà. Ça dit la situation de l'époque. Je rappelle que Lénine lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il utilise cet argument. On va civiliser la société. Lénine lui-même, il dit nous sommes arriérés. Je crois que je vais le redire quelque part. Michel? Non, je dis ça me gêne. Oui, ça te gêne, j'ai bien compris. Oui, de la Russie. Je ne sais pas comment il faut comprendre ce mot d'arriéré.
j'ai l'impression, moi, avec ce que tu nous as raconté auparavant et ce que je connais un petit peu, que la situation de la Russie, puis de l'Union soviétique, c'était un petit peu ce qu'il y avait encore de restes de féodalité en France, hein, on va dire à l'époque de Louis XIV. C'est-à-dire, pour être plus simple, hein, il n'y avait pas la base sociale pour une révolution socialiste. Il n'y avait pas la bourgeoisie. Et l'œuvre de Lénine, et l'intérêt, c'était ça. C'était de créer l'industrie, etc., qui permettrait d'avoir cette classe-là. C'est un petit peu ce qu'ont tenté les Chinois. Le problème, c'est qu'on a toujours ce décalage entre ce que l'on fait, ce à quoi on participe, et ce que l'on est capable de réfléchir, de penser. Moi, j'en suis là. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est arrivé en Russie à construire une classe sociale et bourgeoise. Et que c'est le PCUS qui a joué ce rôle-là. Et que, eh bien, comme chez nous, il y a une base sociale pour passer à autre chose. Comment? J'attends tes réponses. Mais ce que tu dis, je trouve que c'est pertinent, oui. Parce que, comment dire, Staline, ce qu'il voit, après il a vu d'autres trucs moins pertinents, mais c'est que la base sociale, elle manque. Et la base sociale, tu parlais de la bourgeoisie, tout ça, mais c'est aussi essentiellement le monde ouvrier. Et oui. C'est les ouvriers qui sont, en plus, le fer de lance de la révolution, qui devraient être, et ils sont... je dis n'importe quoi, deux pelés, trois tendus par rapport aux moujiks, aux ex-moujiks, etc. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils ont créé la dictature du prolétariat, c'était de donner plus de pouvoir aux salariés, aux ouvriers. Parce qu'après, il faut voir la dimension de ce pays, immense. Aujourd'hui, on nous le montre tous les jours, avec les diversités, avec toute une culture d'un côté asiatique et d'autre européenne. Il faut savoir que par exemple l'Ukraine, après-guerre, presque, Staline, il proposait qu'il rentre à l'ONU une voie parce que c'était un territoire très riche au niveau de l'agriculture, qu'il avait des capacités extraordinaires de développement. Mais tout le reste, c'était tellement arriéré. Ça fait penser à des grands domaines de l'Afrique, pareil. Où encore aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, etc. Et logiquement, pour les marxistes, quand il y a eu la révolution d'octobre, ce n'était pas le pays qui était destiné à faire la révolution socialiste. C'était la France, l'Angleterre, tout ce que tu nous as dit auparavant, la Hollande, l'Allemagne, c'était pays industrialisés, etc. Et la révolution, elle a amené ce côté-là, de créer des entreprises, parce qu'il y en avait très peu à l'époque. Et il y a quand même aussi une tradition pour la Russie, au sens propre, sans aller dans le rôle, il y a toujours eu, pendant des siècles, le besoin d'un petit père du peuple. Et c'est pour ça que Staline est arrivé à s'asseoir, parce que encore aujourd'hui, moi j'ai des Russes qui sont à la maison, il y en a deux, que je vois souvent, tout se passe bien, bon, une elle est de Moscou, l'autre de Saint-Pétersbourg, pour eux il n'y a pas la guerre. Moi j'ai vu une vidéo de Noël, un Français qui est marié avec une Russe, la vie dans la rue, les restaurants, bon c'est tout. Alors il y a cette chose incroyable, enfin, qu'on rencontre de partout, c'est que dans les grandes villes, quelques villes en Russie qui sont à l'occidental, qui vivent comme nous, qui a un niveau de vie important, et après il y a tout le reste qui est immense. C'est des déserts avec des petits villages, ce qu'a essayé Lénine, ce qu'il avait créé les conditions pour le développement de l'ensemble du pays. Il y a la même chose pour la Chine, hein. La copine de mon fils, elle explique qu'il y a 30 ans, son père, qui est chinois, elle dit c'était la misère il y a 30 ans. Aujourd'hui, tout le monde mange et tout le monde est éduqué. Ouais. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement éduqués qu'ils ont trop d'ingénieurs, de chercheurs.
Mais il y a cette dimension qui nous échappe parce que c'est un pays entre, disons, l'Asie, l'Europe. Et puis il y a aussi eu l'influence musulmane, parce qu'il y a encore des contrées perdues de la Russie où il y a la religion musulmane qui a de l'influence, on le voit aujourd'hui. Et c'est pas au bord de la frontière de l'Iran, ça va un peu plus. Donc il y a cette complexité, la grandeur de ce pays qui... Donc j'essaie de poursuivre la réponse à ta question. Il faut acter cette réalité que le peuple russe est composé à au moins 95% de paysans qui sont, pour une part non négligeable, encore dans une position du servage. Il y a ce que tu dis, l'immensité, etc. etc. Ajouter l'illettrisme, l'illettrisme généralisé, les ouvriers, les points d'industrialisation, ils sont particulièrement resserrés, Saint-Pétersbourg, Moscou et l'Oural. Et c'est quelques pourcents de la population qui vont avoir leur rôle à jouer, bien entendu. Alors là, eux, ils vont être évidemment sollicités, mais bon... Il faut tenir compte aussi que dans les ouvriers qui travaillent, comme ceux qui travaillent dans les mines ou dans la métallurgie, que les boulots sont très durs, ce sont des anciens prisonniers, des fois politiques, ou de droit commun, qui sont assignés à résidence. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partir aller à Moscou ni rien, mais ils sont ouvriers. Alors eux déjà, ils savent lire, écrire, etc. C'est des couples où la femme et le mari travaillent, en général. Ils ont été libérés, ils ne peuvent pas partir, s'ils ont été libérés, ils ne peuvent pas rentrer à Moscou. Comme chez nous, quand on avait Cayenne et le bagne de Cayenne, ceux qui avaient été au bagne ne pouvaient pas rentrer dans la métropole, c'est pas possible. Voilà. Et il y a le phénomène que Jean-Pierre évoquait, c'est-à-dire un rapport à l'autorité, au tsar, disons, c'est déjà le petit père des peuples avant la lettre. Et donc, voilà. Alors peut-être que c'est trop dire quand même, c'est ce que tu dis, c'est peut-être aller trop loin que d'aller jusqu'à prêter à ce peuple une forme de stupidité, de limite, c'est peut-être aller trop loin, c'est vrai, peut-être même que par principe on devrait se l'interdire. Nous oui. Voilà. Donc c'est vrai que ça questionne des choses que je disais là. Oui. Mais je dis ça parce que j'ai entendu 2 conférences cette semaine à Lumière sur le communisme en Russie, en URSS et en Russie. Et les deux utilisent cet argument de la bêtise du peuple pour justifier l'installation de la révolution. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, c'est dérangeant. Ça me gêne beaucoup. C'est dérangeant. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, le peuple c'est ce que les gens disent aujourd'hui sur les Américains. Voilà. Très peu cultivé. Et oui, mais est-ce que ça justifie... Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut tout expliquer à travers ça? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut expliquer la montée du Front National par la bêtise des Français? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut chercher les explications ailleurs. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas si simple. Il y a un élément que j'ai oublié tout à l'heure et qui me semble important. Excuse-moi. En France, on a coupé la tête du roi. C'est-à-dire une certaine image du petit père des peuples. Ce qui ne s'est pas fait dans beaucoup d'autres révolutions. Et ça explique peut-être des choses. On a coupé la tête du roi et en même temps, la révolution bourgeoise, elle s'est poursuivie avec 2 mythes, les 2 Napoléon, 1er et 3. C'est peut-être pas rien. Et l'autre chose que je voulais dire, notre petit père des peuples, Napoléon Ier, c'est aussi celui qui a poussé au bout non seulement la centralisation, mais surtout
l'uniformisation, la langue, le système métrique, le code civil, etc. Ce qu'il n'y avait pas en Russie à l'époque. Alors moi je prends le terme de arriéré, il n'avait pas le même type de développement ou le même état du développement que nous. Et peut-être juste au passage une remarque, nous, la révolution, la seule tentative de révolution prolétarienne, c'est la commune. Et ça s'est trouvé où, la commune? Dans les endroits où on avait des bases ouvrières. Paris, Marseille et Lyon. Et guère de choses ailleurs. Et c'est pas étonnant que ça ait échoué. Il y avait la pression extérieure aussi, mais là, elle était suffisamment forte pour que ces quelques foyers prolétariens ils puissent pas s'étendre. C'est tout. Et ce qui est important pour aussi pour reprendre un peu ça, c'est c'était plus des moujiks, mais l'esprit était encore moujik. C'était quand même pas une force révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'il dit Staline aux moujiks camarade, tu veux ta vache, tu auras ta vache, quoi. En gros, à un moment donné, il dit ça. Oui. Une fois qu'ils ont leur vache, ça y est, ils sont contents, on n'entend plus parler. Ce qu'il nous faut, c'est une économie basée sur l'industrie et des forces révolutionnaires. Bien sûr. Bon, on laisse ce débat en l'état. Il n'est pas réglé, il n'est pas vidé, mais Michel a bien fait d'attirer notre attention là-dessus, parce que c'est vrai que nous, en tant que progressistes, on devrait s'interdire de faire des hypothèses sur la bêtise des peuples. J'arrête après ça. Ouais. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être le bouquin qui a été, le personnage qui a été évoqué pour la dernière conférence que j'ai entendue, qui s'intitulait Les sources et le sens du communisme russe, qui se fonde sur un ouvrage de Nicolas Berdyaev. Oui, Berdyaev. Ouais. Et lui, il utilise l'argument de la bêtise du peuple pour l'installation du bolchevisme. Ça, c'est un ouvrage qui date des années 50. Hein. Oui, c'est lui. Non, mais c'est daté, bien sûr. Oui, c'est... Enfin, je veux dire... Poche pluriel. Ce qui me gêne, c'est qu'on retrouve le même argument repris par Lénine. Oui. Et par... Et ainsi de suite, voilà. Et les autres. Les autres. Oui, et aujourd'hui, si on regarde LCI, en permanence, il y a une écrivaine là, de service qui tout le temps dit mais c'est des tarés, ils ne comprennent rien, ils sont idiots, ils sont... Non, à la télé... Elle dit pas ça? Je vais dire, elle n'a pas raison. Non, mais attends. Donc c'est la propagande, ça. Je ne parle pas, je ne la défends pas du tout, parce qu'elle elle me sort des yeux, parce qu'elle raconte n'importe quoi. Donc il y a aussi le fait, ça, Macron il a dit au début, c'est on a méprisé la Russie, parce que Poutine il voulait se rapprocher de l'Europe, et on a dit casse-toi. Hein, la réalité elle est là. Donc, et on a méprisé, avec Helsinki ça a été catastrophique, c'est un pays d'alcoolo, etc. C'est pas vrai, moi je connais énormément de Russes, je suis allé, et donc il y a une culture, il y a une qualité, et je parle de ces dernières années, même à l'époque de l'Union soviétique, je veux dire, mais... et là, on joue là-dessus en disant mais c'est un peuple d'abrutis, suivent Poutine. Mais Poutine, il leur a donné, comment je veux dire... une fierté. Une fierté. Parce qu'ils les Russes, ils ont aussi ça, comme tous les pays. Alors c'est vrai que c'est du nationalisme, hein, mais c'est une fierté. Une anecdote, quand mon fils est arrivé, avant d'aller en Chine, la DST l'a contacté. Il a dit, écoutez, vous allez être sollicité par des dissidents chinois. Et il a dit, faites attention. Ils sont peut-être contre le pouvoir, mais ils sont nationalistes avant tout. Donc, c'est la DST qui lui a dit, faites attention des propos que vous tenez, etc. Pour pas avoir de... Parce qu'il avait quand même un passeport diplomatique après, il a obtenu, etc. Donc, vous voyez un peu comment c'est. Et en Russie aujourd'hui, certes, un certain nombre contestent Poutine, mais il y a cet esprit nationaliste, le russe,
la Russie, c'est une puissance, c'est une grande puissance. C'est les premiers qui ont envoyé un homme dans l'espace, etc. Il y a tout ça. Et aujourd'hui, on les a considérés comme des moins que rien. Et aujourd'hui, ils font la démonstration du contraire. Bien sûr. Je passe à la question suivante que je vous propose, c'est la suivante. Comment Staline a-t-il pris l'ascendant? C'est quand même une question qui vaut la peine d'être posée. Comment est-ce que le parti a-t-il pu passer d'un fonctionnement démocratique sous Lénine, il faut insister là-dessus, sous Lénine, le fonctionnement du parti est démocratique, un congrès par an, à un fonctionnement non démocratique sous Staline? Comment expliquer les éliminations physiques en nombre, des charrettes entières? Est-ce qu'on peut parler de continuation aggravée du léninisme là? Non. 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 Est-on confronté à la paranoïa d'un homme? Sèvres pointe la fonction de secrétaire général du parti de Staline, fonction créée pour Staline, et plus exactement, fonction qui existait mais que Staline a redimensionnée, à laquelle il a donné une importance considérable, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. C'était un poste subalterne au départ, et de ce poste subalterne, il a fait un poste stratégique, un instrument de puissance. Par exemple, dès 1923, dès avant la mort de Lénine, c'est le secrétaire général qui fait le congrès, dès avant la mort de Lénine. Et le reste va être à l'avenant. Quelques exemples. La dictature du prolétariat, elle va devenir la dictature sur le prolétariat avec Staline. La démocratie des soviets, ça va devenir un État autocrate, une bureaucratie. L'internationalisme, ça a déjà été suggéré, va devenir du nationalisme. Et le marxisme critique, eh bien, il va devenir du marxisme-léninisme doctrinaire, dogmatique. Vous connaissez sans doute les brochures publiées par Staline. Je n'insiste pas. Moshe Lewin dit, dans un de ces trois livres-là, je les ai indiqués en bibliographie en janvier, Moshe Lewin dit que Staline est devenu un traître à sa cause. Trotsky voit juste, quand il parle de révolution trahie, il a écrit un livre qui s'intitule « La révolution trahie », qui est un réquisitoire en bonne et due forme contre le stalinisme. Prenons l'exemple de la Grande Terreur en 1937-1938. Grande Terreur qui voit l'élimination de milliers de bolcheviks, y compris des responsables. On ne peut la comprendre réellement si on ne prend pas en compte le gouffre théorique qui s'est creusé. Ça ne peut pas se comprendre. Cette pratique-là ne peut pas se comprendre si on n'a pas d'abord essayé de faire le point sur le gouffre théorique qui s'est creusé entre Lénine et Staline et qui, en fait, a conduit, il faut le dire, à une rupture avec le bolchevisme. Sèvres indique qu'une fois cette rupture consommée, rupture avec le bolchevisme, ceux qui y demeurent attachés au bolchevisme, ils sont de trop. Ils sont de trop. Et leur élimination relève de la prophylaxie politique froidement calculée, dit Sèvres. Fin de citation. C'est ça la rupture avec le bolchevisme.
la personnalité stalinienne, elle a sans aucun doute rajouté de l'horreur à l'horreur. Mais le fond de l'affaire, c'est bien le gouffre théorique entre Lénine et Staline. Ce n'est pas de ma part une tentative pour, comment dire, mettre de la théorie au premier plan à toute force. Mais vous ne pouvez pas expliquer le comportement des gens si vous ne remontez pas à ce qui les anime, ce qui les motive. Autre question sur le sens historique du stalinisme, du phénomène stalinien. Bon, il n'a pas été l'expression de la visée communiste. C'est clair, c'est ce que je développe depuis le début. Il n'a pas été l'expression de la visée communiste. Mais sa trahison. L'historiographie dominante, j'y reviens, elle fait mine d'ignorer cela. Elle fait mine d'ignorer cela. Elle présente la période stalinienne et la période soviétique, en général, comme une irrémédiable utopie qui a sombré dans l'échec, qui s'est vautré dans l'échec. Moi je dis non, c'est allé trop vite en besogne, on y reviendra la fois prochaine, c'est allé trop vite en besogne. La révolution bolchevique, elle est frappée de deux contradictions majeures que l'on saurait ignorer quand il s'agit de qualifier les faits. Premièrement, c'est une révolution anticapitaliste qui se produit dans un pays très peu capitaliste, ça a été évoqué à plusieurs reprises, et même évoqué aussi largement pré-capitaliste, première contradiction. Et deuxième contradiction, son succès politique va être immédiat, certes, mais son ambition sociale va se révéler carrément, absolument inaccessible. D'où, par exemple, la NEP. Et donc, dans ce contexte-là, un besoin de capitalisme va se faire jour, qui est la NEP, que j'évoquais à l'instant. Donc on a cette contradiction, le pouvoir politique est conquis, mais la visée économique est absolument inaccessible. Entre nous soit dit, on a quelque chose comme ça, mais tête bêche, avec la NEP. Pourquoi tête bêche? Parce que là, c'est les NEPmen, c'est rétablissement d'un pouvoir économique, mais pas du pouvoir politique, bien entendu. Voyez? Donc, la révolution bolchevique, elle a le pouvoir politique et elle n'arrive pas à ses fins sur le plan économique, et les NEPmen, c'est l'inverse. Vous voyez, situation complexe quand même. Ça, c'est la réalité de l'URSS. L'état des forces productives, il est ce qu'il est. On l'a évoqué, il est ce qu'il est. Et il empêche littéralement d'atteindre toute une série d'objectifs sociaux, mais également économiques, productifs, industriels, etc. Et donc il y a des logiques de classe qui se réapparaissent, qui se recréent. La NEP, c'est ça. C'est des logiques de classe qui réapparaissent. La lutte pour le surplus, par exemple, elle va prendre des formes d'une violence inouïe. À un moment donné, les bolcheviks ne savent plus où donner de la tête. Les paysans gardent le surplus. Et les bolcheviks se demandent comment ils vont bien pouvoir faire pour récupérer ce putain de surplus. Alors, tant que c'est Lénine, les formes politiques, elles restent
disons, léninienne, plutôt modérée. Quoique Lénine ne s'est pas privé non plus de certains gestes politiques forts. Mais après, quand ça va être Staline, je ne vous dis pas. Hein. Là, les paysans, il n'y a pas, ils vont le rendre le surplus. Hein. Staline va prendre des mesures d'une violence inouïe pour le récupérer. Là, la NEP, c'est terminé avec Staline. Voilà, donc l'état des forces productives, ça c'est du matérialisme historique, hein, c'est du réalisme, c'est du pratico-pratique, ne permet pas d'avancer, d'obtenir toute une série, d'atteindre toute une série d'objectifs matériels, industriels. Comment se comporte Staline par rapport à tout ça? Eh bien lui, il fait preuve d'impatience, de volontarisme, il veut forcer l'histoire et pour cela, il évacue la NEP, il bouscule tout ça, il violente la paysannerie et la classe ouvrière aussi d'ailleurs, et il met aux ordres le parti et les opposants aux arrêts. Le rattrapage à outrance du capitalisme va être décrété, mais il va se faire sur un mode despotique, et c'est ça le stalinisme, c'est le drame de la prématurité historique que l'on veut ignorer, que l'on veut dépasser quand même. Et ben, il va y avoir quelques résultats. Vous savez que toute la décennie 1930, c'est une décennie de folie, avec des résultats économiques, mais qui ont foutu les chocottes aux capitalistes, hein, aux occidentaux. Comment expliquer certains comportements politiques dans les pays occidentaux? C'est par rapport à ce qu'ils voient en URSS. Ils n'en croient pas leurs yeux. Est-ce qu'ils ignorent le prix que paye la population pour arriver à ces résultats? Ma foi, je ne saurais trop le dire avec certitude. Hein. C'est très difficile à dire. Hein. Dans les années 1930, c'est pas évident. Mais la décennie 1930, c'est une décennie de folie. Et elle va laisser des traces durables, parce qu'après la fin de la décennie 39, 40, la guerre. Bon, après on passe à autre chose, c'est la guerre. Et en fait, on était en train de... C'est cette situation du marche ou crève entre 27 et 39, pour les gens et pour l'économie, ça a permis aux Russes et même à l'Europe de gagner la guerre. Et ça vous explique 45, la libération. 45. Ça vous explique l'état d'esprit du camp occidental. Je reviens sur des choses que j'ai dites il y a au moins 3 ans. Le compromis fordiste. Le compromis fordiste. Dès avant la fin de la guerre, le camp occidental... Je t'ai vu, hein, Nicole. Je prends des notes, hein. Tu vas la punir? Ouais, je vais la punir. Je ne me laisserai pas faire, moi, ça m'a passé, ça Ouais. Dès avant la fin de la guerre, le camp occidental organise des conférences, notamment une à Philadelphie, où il organise la société occidentale d'après-guerre. On a appelé ça, Alain Supiot, prof au Collège de France, a appelé ça l'esprit de Philadelphie. C'est le titre d'un livre de Supiot, petit livre que je vous recommande. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui était le nôtre il y a au moins 3 ans. Mais
pourquoi l'esprit de Philadelphie? C'est que le camp occidental a les chocottes. Il se demande ce qui va bien se passer une fois la paix revenue. Ils savent ce qu'il en a été pendant toutes les années 1930. Les années 40, enfin 40-45, c'est la guerre, donc bon, c'est entre parenthèses. Et donc, ils se demandent si en 1945, ils ne vont pas voir revenir avec furie des résultats économiques, etc. Et donc, il faut absolument éviter que les peuples se jettent dans les bras de Staline. Je ferme la parenthèse, c'est le compromis fordiste, etc., etc. Je ferme cette parenthèse. Mais il faut savoir que la décennie 30, elle a des effets à long terme. Ça explique le macartisme? Là, c'est la partie... C'est la partie idéologique. Idéologique. Disons, là, ce que j'évoque, moi, c'est plutôt la partie... économique, enfin tout au moins la partie socio-économique, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire il faut créer des conditions sociales de base pour des millions de gens, des conditions sociales qui fassent penser aux gens que le capitalisme c'est pas mal, ça a de la gueule. Mais on essaie quand même d'avoir peur, de faire peur aux gens du communisme. C'est ça, c'est ça. Mais à côté, on fait peur, voilà. Après, il y a la guerre froide en 1947. Voilà. Oui, mais enfin, il y a eu aussi beaucoup d'intellectuels qui ont été séduits par le communisme. Quand vous pensez qu'il y avait une cellule à Oxford, à Cambridge, c'est pas tellement en droit. Quand vous pensez que le gars qui a dirigé les renseignements secrets en Angleterre, c'était une nation russe, et on s'en est aperçu qu'en 1965, où il est parti, et il est allé finir sa vie là-bas en Crimée, parce qu'il était âgé. Bon, ben, il y a quand même un peu de souci à se faire. Puis il a été le seul. Hein. Donc, je veux dire qu'il y avait quand même un engouement, donc ça peut passer sur beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi autre chose qu'il faut voir, c'est que les Américains ils ont débarqué quand pour nous, soi-disant nous libérer. Ils ont débarqué parce que sinon ils avaient peur de trouver les œuvres de Staline dans les îles de Shetland, au nord de l'Angleterre, d'accord. Alors là, ils ont dit, maintenant il faut qu'on y aille parce que sinon ça se gâte. En 14, c'est pareil, hein. Ils se sont réveillés tard. Oui, parce que c'est comme ça que Berlin, les Soviétiques sont arrivés en premier, les Américains en travers de la gorge. Alors, pour conclure, je pense qu'il y a besoin d'une autocritique du marxisme. Il y a besoin d'une autocritique du marxisme. Ce qu'on a vu, c'est que dans certaines conditions, la conquête du pouvoir a pu s'avérer très facile, trop facile. Trop facile. 1917. On a vu aussi à l'inverse qu'il s'est révélé immensément difficile d'édifier une société sans classe. Pour ne pas dire impossible, hein. Quand je dis immensément difficile, pour ne pas dire impossible, d'édifier une société sans classe. Ça veut dire société sans classe, très haut niveau matériel, très haut niveau culturel. Non. Ça veut dire pas de concurrence pour le surplus social. C'est ça qu'il faut se dire. Pas de concurrence pour le surplus social. Il y en aura pour tout le monde. Donc ça, c'est impossible. De cette difficulté, Marx et Engels, ils sont conscients dans leur maturité au moment où Marx écrit Le Capital. Mais ils n'en sont pas conscients en 1948, au moment du manifeste. Pas du tout. Pas du tout. Le manifeste, vous connaissez sans doute le style grandiose, magnifique du manifeste. Mais après, ils n'y croient plus à ça. Bon. Ils ne croient pas possible de pousser jusqu'à des mesures socialistes, etc.
Le manifeste, oui. Et lui, il va avoir une puissance de conviction, de folie. Le manifeste. Souvent, la formation d'un militant communiste, c'est le manifeste. Oui, bien sûr. C'est le manifeste. Un petit peu Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Après la guerre, l'idéologie allemande. Et puis, ah oui, les principes élémentaires de philosophie de Georges Politzer. Voilà. Mais de Marx et Engels, c'est le manifeste. Et là, le manifeste, waouh, là, on sort de là gonflé. Donc il faut le dire, le marxisme a indiqué à des masses humaines immenses la voie de l'émancipation, mais sans assez montrer toute la complexité des choses, ce qui a conduit à du volontarisme ravageur et, au bout du compte, au discrédit radical du marxisme lui-même, qui avait cru que tout était possible aux audacieux. Que tout était possible aux audacieux. Belle catastrophe. Mais ce qui a échoué, c'est quoi? Ce qui a échoué, ce n'est que ce qui n'avait encore aucune chance de réussir. C'est ça qui a échoué. C'est quelque chose qui n'avait strictement aucune chance de réussir. Qui était prématuré. Alors, osons poser la question, et aujourd'hui, les conditions sont-elles enfin réunies? Je vous remercie d'avoir posé la question, c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée, mais bon, passons à la suivante. Moi, personnellement, je vais vous dire les éléments de réponse que j'ai. Là, je m'appuie sur Gramsci. Pour moi, nous ne sommes absolument pas prêts. Absolument pas prêts. Pourquoi? Parce que la société d'aujourd'hui, elle porte les stigmates du capitalisme, et donc il y a de nombreux secteurs de la société qui sont mal en point. La Sécu, par exemple, hein, l'école, etc., etc. Les services publics, je passe. Je passe. Mais aussi pourquoi? Parce que le niveau, je reviens quelque part à ta question, Michel. Et aussi pourquoi? Parce que quelque part, le niveau intellectuel ou de réflexion politique du peuple, il n'est pas top. Le niveau de conscience. Le niveau de conscience, il n'est pas top. Moi, quand je vois ce qu'a provoqué la loi travail, combien de millions de gens dans la rue? Un ou deux? C'est pas le mondial. Hein? C'est pas le mondial. C'est pas le mondial, non, t'as raison. T'as raison. Oui, c'est pas les JO non plus. 1 ou 2 millions de gens dans la rue. Combien y a-t-il d'actifs dans ce pays? Je l'ai dit une fois, 29 millions. 29 millions d'actifs, dont 3 millions de chômeurs et 3 millions qui sont entre les deux. 23 plus 3 plus 3. 14 millions d'hommes, 15 millions de femmes. Bon, c'est ça la base. 29 millions, c'est ça la base. 1 million ou 2 millions de couillons qui descendent dans la rue. C'est n'importe quoi. Excusez-moi. Je suis pas un couillon, monsieur. Ah, vous n'êtes pas un couillon. Gueux. Hein? Les gueux.
Non, t'es un gueux. Je suis honoré, monsieur. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, quand je vois, bien sûr, vous allez me dire, ah oui, mais la loi sur la retraite. Ouais, c'est vrai. On pourrait mettre en progrès, mais peut mieux faire. C'est vrai. Pour les retraites, oui, les 2 millions, ils ont été atteints sans doute. Bon, mais je maintiens, c'est n'importe quoi. Or, il s'agit de choses extrêmement fondamentales. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Pour moi, il y a un recul idéologique important. Pour revenir à Staline, même après-guerre, on l'a honoré, même les intellectuels français. On a eu la difficulté de le critiquer parce qu'il a joué un grand rôle, surtout ses généraux, pour vaincre les nazis. Mais là aussi, il y a eu un autre aspect que Staline, il a été très fort, c'est le partage de l'Europe. De Gaulle, il a mis aussi son point, parce qu'on ne voulait pas qu'il participe aux discussions. Et pour moi, j'ai un grand respect, au fur et à mesure que je me remémore, par exemple, contre l'OTAN, on est sorti. Moi, j'étais gamin, on pouvait visiter les bateaux américains à Cannes, ils étaient à ras de Cannes, après, De Gaulle a dit stop, rentrez chez vous. Staline, à la table, il a négocié, parce qu'il y a des pays de l'Est, ils n'étaient pas prêts au communisme. La Pologne, si on prend la Tchéquie, même la Hongrie, bon, on voit ce que c'est aujourd'hui, mais ils étaient industrialisés à l'époque, en 1945. Il y a des pays comme ça. La Bulgarie, c'est différent, que je connais très bien, puisque mon beau-père était résistant. Ce qui s'est passé, c'est que le tsar, qui faisait partie de la famille Sasko-Bourg, collaborait avec les nazis. Parce qu'à la libération de la Bulgarie, de l'Empire ottoman par les Russes de l'époque, les Bulgares étaient orphelins, il leur fallait un roi. Donc il fallait quelqu'un d'une lignée royale, ils sont allés chercher un Sasko-Bourg. Il y a tout ça. Donc ça nous a donné de l'illusion. Bon, je parle d'une manière généralité, même quand j'étais jeune, j'y croyais, l'Union soviétique, etc. Après, les adversaires, le capitalisme, il a vu le danger que ça représentait. En même temps, ce qui s'est passé, c'est que les forces communistes en Italie, en France et tout, étaient puissantes dans la libération. Puisque les Américains, quand ils sont arrivés sur le sol français, ils avaient des mal avec des francs. Ils avaient imprimé des francs pour changer la monnaie et imposer des administrations américaines. Ce qu'ils n'ont pas pu faire parce que les grandes villes, on s'est libérés. En Italie, par contre, ils ont mis une certaine administration au début, mais bon, comme il y avait une résistance assez importante, mais il y avait encore l'influence de Mussolini. La preuve, aujourd'hui, on en voit encore les conséquences. Je crois qu'il y a eu cette image par rapport à Staline, et après, quand il y a eu l'écroulement des pays de l'Est, qui s'est arrivé d'un coup, ça donnait des forces à toutes les forces de la CIA. Parce qu'avant de l'écroulement de... Moi, j'ai une maison à 200 mètres de l'ambassade américaine à Sofia. Il y a 5 sous-sols. Le bâtiment, ça fait qu'un rez-de-chaussée. Mais il est immense. Quand vous voyez les voitures, je peux vous les montrer sur Google, c'est considérable. Mais dans les années 90, il y avait Radio Free qui partait soi-disant de Grèce, mais je pense de l'ambassade, partout, la culture américaine, etc., occidentale, ils ont mené. Et là, avec tous ces pays-là, même en Bulgarie, il y a une jeunesse qui a cru au miroir américain. Alors quand je vais y aller là prochainement, voir un peu comment ça réagit, mais et d'autant plus que je vous l'ai raconté que les apparatchiks bulgares envoyaient leurs enfants dans les meilleures écoles occidentales. Même mon beau-frère, il a eu un doctorat impérial collège payé par le gouvernement français. Je veux dire, il y a eu tout ça qui a dénaturé et ça a permis au capitalisme d'aujourd'hui de remettre en cause les acquis, parce que si on prend la Sécu, c'est 300 milliards, je crois, le budget. Vous vous rendez compte? Si demain ils prennent ces 300 milliards pour faire du business, c'est colossal. Que là, pour l'instant, ils ne peuvent pas les toucher. Mais il y a cette remise en cause, mais parce qu'en réalité, il y a une difficulté.
Et le capitalisme, il a développé la lutte idéologique comme jamais. Pourquoi ces multimilliardaires achètent les médias? C'est pas pour faire du bénéfice. Moi, j'ai été gérant du Patriote. Depuis la semaine dernière, j'étais avec un ancien directeur général de Nice Matin. On ne fait pas du fric, surtout la presse écrite. Il y a des aides de l'État importantes qui veulent supprimer. Donc des journaux comme l'Humanité et d'autres, ils risquent de disparaître. Mais c'est la lutte idéologique et ils y vont à fond la caisse. Et quand on voit la grève qu'il y a eu hier du service public des médias, pourquoi? C'est qu'ils veulent faire une holding, et donc le pouvoir, il veut tout chapeauter, et celui-là qui rentre pas dans la ligne, on le vire. Et je crois qu'on n'a pas mesuré, mais et tu as raison, il n'y a pas la réaction qu'on souhaiterait, à part de dire, Marine, on ne l'a pas essayé, pourquoi pas? Et même, je veux dire dans mon quartier, même des Maghrébins qui sont de nationalité française, qui disent, après tout, elle a raison, il y a de la racaille chez nous, il faut les virer, il faut voir les discours que tiennent des Maghrébins. On a déjà eu pourtant ça, je vois. Parce que peut-être c'est ça. Deux choses différentes. La première, par rapport à ce que tu as dit sur le manifeste. Je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est pas la formation communiste avec le manifeste. C'est tout le mouvement socialiste, y compris ceux de la Deuxième Internationale. Et je crois qu'il faut le garder en tête. Le manifeste, ça a été le début d'une éducation qui a pu se généraliser, on va dire, dans le peuple de gauche. Le problème, c'est que ça s'est réduit à ça. Quand on lit de vieux textes, certains Jaurès par exemple, c'était un marxiste. Ah ouais. Et je crois qu'on a tort de le négliger, mais le négliger dans son boulot d'explicitation, d'explication de ce que c'est que la bataille politique. Parce que c'est ça le fond. Et c'est le deuxième point que je voulais évoquer. Je crois qu'on ne peut pas dire arriéré, on peut dire le rôle d'un parti, et je parle aussi bien du Parti socialiste d'ailleurs que du Parti communiste ou d'autres, c'est aussi de faire de l'éducation populaire. Ce qui, pendant des années, a été oublié au profit d'une action immédiate. Et peut-être que, comme il n'y avait pas de moyens, le fait que ça soit l'Union soviétique qui finançait les bouquins avec les éditions de Moscou, les éditions du Progrès, qui étaient pas chères. Mais, ne vous inquiétez pas, hein, la Chine a fait pareil pendant longtemps. La diffusion des livres venus de là, c'est aussi quelque chose qui était des essais pour faire comprendre. Alors après, avec les interprétations qui étaient ceux de ces pays-là. Mais je crois que là, on a un vrai problème. Et je trouve que ce qui nous manque aujourd'hui, et quand on dit arriéré, c'est pas que c'est pas arriéré, c'est qu'il n'y a pas eu le travail d'éducation nécessaire là-dessus. L'éducation populaire. Et au sens propre du terme. Et ça, c'est un truc que l'on paye très cher. Et qu'a payé l'Union soviétique. Parce qu'il n'y avait pas eu ce travail d'éducation populaire. Lénine, il a su saisir une occasion. Il savait où il en était dans son pays. Nous, aujourd'hui, on en est à un tel point d'éducation populaire que les partis ne savent plus où on en est dans le pays. Moi, c'est ce que je ressens profondément. Et se poser la question de l'après, ça me semble déjà... comment on va y arriver, c'est peut-être une question qui, pour le moment, est prématurée. Il me semble que la première des questions, c'est où on en est. Où on en est. On n'en est pas encore en état de se poser la question que faire. On en est à est-ce qu'on est capable de savoir où on en est et donc de déterminer les leviers possibles pour construire autre chose. Mais ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans lesquels on y est. Où on en est réfléchi. Par rapport, si j'ai bien compris, à l'état de la société. À l'état de la société et à l'état de l'idéologie qui pourrait être... de quelle façon on transmet cet état et on essaie de faire en sorte que les gens réfléchissent. Je pense quand même que là, en ce moment, on est
sur quelque chose de très nouveau, parce que ces idéologies, pour faire simple, de gauche marxiste, elles sont dans un état lamentable chez nous, pour des raisons que tu as nommées, tout ça. Mais ça va au-delà, c'est des problèmes géopolitiques en ce moment. Pourquoi on est comme ça aussi? Parce que depuis la guerre, après-guerre, pendant 10-15 ans, ça a été un statu quo, mais après, c'est cette idéologie capitaliste ultralibérale qui a gagné du terrain partout, avec la démocratie issue de cette idéologie ultralibérale, mais qui était quand même une démocratie, je dis à l'imparfait presque, les États-Unis. Bon, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit ce pays, ça fait peur. Ça fait peur quand même. Un pays qui avait quand même une démocratie, on pouvait la critiquer économiquement, politiquement, tout ce que tu veux, mais bon, il y avait quand même des droits des gens. Et maintenant, je lisais aujourd'hui là que tu as des types et des bonnes femmes qui sont qui arrivent dans leur entreprise de chercheurs pour la santé, les vaccins, tout ça. Et le mardi, ils veulent ouvrir leur porte, ils ne peuvent pas, c'est fermé, ils sont renvoyés, ils sont... Bon, et nous, on est tellement bêtes en France qu'on ne les accepte pas encore. Et les gens, c'est poignant quand même, ces gens, ils pleurent, quoi. Mais on le fait en France. Moi, je vois mon fils qui travaillait à l'INSERM, en mois d'avril l'année dernière, on lui a dit, on n'a plus d'argent, on baisse le budget. Mais on n'était pas au courant. Mais là, c'est quand même les États-Unis, quoi. En plus, dans l'État, vous savez, vous restez une faillite. En CDD pendant 5 ans, avant c'est très complexe. Mais ils ont perdu énormément de chercheurs. Quand j'étais à Kourou au mois de septembre, pareil, il y a des ingénieurs qui partent. Bien sûr, mais... dans tous les domaines. Et pourtant, la fusée Ariane, c'est un succès. Hein, mais là, c'est du domaine, les États-Unis, là, c'est du domaine géopolitique. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Oui, mais c'est pas qu'économique. Et donc, ça pose problème pour les idéologies capitalistes ultralibérales dont nous faisons partie. Et à mon avis, c'est peut-être pas dans 5 ans, 10 ans, mais ça craque de toutes parts, ça. Donc le problème, c'est qu'est-ce qui va remplacer ça? Parce que forcément, il y aura des mutations, autant aux États-Unis qu'en Europe. Qu'est-ce qui remplace ça? Moi, ce qui m'inquiète, pour le moment, qu'est-ce que je vois? Les fascistes. Aujourd'hui, le peuple a l'illusion que de la nouveauté. Qui va s'écouler très vite. Et derrière moi, il me semble que l'état dans lequel on va retrouver ces pays va être tel qu'on ne peut pas imaginer autre chose qu'une révolution. Mais laquelle? Il y a un problème qui n'est pas négligeable. C'est que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, il faut se dire que tôt ou tard, ça va débarquer ici, chez nous. Oui, ça y est déjà. Et il y a aussi un autre problème qui n'est pas négligeable, c'est cette société de consommation. Aujourd'hui, les Américains sont là-dedans, mais nous, ça nous arrive aussi dessus, parce que la consommation, ça donne l'illusion aux gens. La majorité des jeunes qu'on voit ici en ce moment, ils ne font qu'en consommer. Et ils ne s'occupent pas du tout des problèmes. C'est pas leur problème. Ceux qui consomment sont bien, ceux qui n'ont pas encore consommé ont envie de consommer. Et c'est là-dedans qu'ils sont. Et ça, c'est pas négligeable. Oui. Et... José. Moi, je crois, c'est ce que je crois, je ne suis pas sûr du tout de moi. Il me semble qu'on a le tort de s'enfermer dans une image qui est celle de la démocratie. Je suis intimement persuadé que parmi les analyses qui ont été produites par le mouvement communiste international il y a des années, il y avait cette idée de démocratie formelle. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, et les États-Unis, c'est ça, leur démocratie, c'est quand même une dictature. Une dictature de l'argent. Non, de ceux qui ont de l'argent. Bien sûr. Et qui font de l'argent.
On est toujours dans un système. Mais c'est ça qui me semble essentiel. C'est aux États-Unis, mais c'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis, on est effectivement dans cette illusion d'une démocratie. Oui. En fait, on est dans la période où on a actuellement une fausse démocratie, mais une dictature d'un certain nombre, je vais dire oligarques, mais je dirais peut-être plus tranquillement, de certains impérialismes bien sûr. économiques. Et les États-Unis, c'est l'exemple type, et ça fait peur parce que c'est quand même une grande puissance. Il y a Trump, mais à côté, t'as Musk et compagnie. T'as tous ces oligarques-là. Moi, je reviens un peu en arrière pour expliquer ce qui va suivre, ce que je vais dire ensuite. Tu as parlé de Philadelphie. À ce moment-là, qu'est-ce qui était proposé en France? De Gaulle, c'était pas n'importe quoi. De Gaulle, c'était l'association Capital-Travail. On n'y fait pas assez attention. Lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est un truc qu'il a remis en avant, avec la participation, avec plein de trucs comme ça, parce qu'il savait très bien que s'il ne menait pas avec lui une partie des gens qui pouvaient se faire des illusions, la bourgeoisie perdait le pouvoir. Et c'est la bourgeoisie française, ou ce qui est issu de la haute bourgeoisie française. Aujourd'hui, la crise que l'on voit, c'est mondiale. Ce n'est pas une crise simplement entre le capital et le travail. La crise, c'est une crise entre impérialismes et avec des monopoles privés. Ce n'est pas du capitalisme monopoliste d'État, c'est fini ça. On est à une phase dans laquelle les impérialismes se disputent et essaient de se repartager le monde. Et la question, c'est, il faut qu'on regarde de près, nous, où on est là dans ce jeu. C'est la première chose. Et je reviens sur mon idée de démocratie. Pourquoi, aujourd'hui, on perd? Parce qu'on croit à ce type de démocratie. Bien sûr, oui. Où est-ce qu'on pourrait avoir des possibilités de développer une autre société? Mais peut-être qu'un des trucs essentiels, ça serait d'avoir véritablement le pouvoir dans les lieux où on produit. C'est-à-dire la démocratie dans les entreprises. De façon à ce que l'essentiel... Et je reviens, mais la dernière fois, à la fin de la conférence de Robelin, je lui ai demandé comment, dans le système vers le communisme, comment on détermine, pour Marx, on détermine les besoins. Eh bien, j'ai pas eu une grande réponse. Il m'a dit, il en parle une fois, il parle d'une vaste l'élaboration d'un plan par une vaste convention. Ça me semble un peu léger. Et je crois que ça, oui, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Et je vais dire bêtement, on ne sortira pas du système bourgeois ou du système capitaliste avec des méthodes idéologiques qui sont celles du système capitaliste. C'est pas avec la démocratie bourgeoise qu'on en sortira. Mais l'idée d'une démocratie au niveau de l'entreprise, au niveau de la production, de la société dans le menu, ça c'est... Ben, on a tout enlevé. Bien sûr. Moi j'étais secrétaire du comité d'entreprise, aujourd'hui c'est un truc où on met délégué, tout mélangé, on ne sait plus qui est. Et même dans l'État. J'étais à Loi Marine, enfin à CLBI, c'était une voie de la sidérurgie de l'avocat, au conseil d'administration de la société à voix consultative. Bien sûr. Et malheureusement, la CGT, les syndicats n'y participaient très peu. Moi, comme j'étais curieux, j'étais le secrétaire général de la CGT et secrétaire du comité d'entreprise. Je me suis proposé, il fallait, parce que c'était la loi, et c'était De Gaulle, tu as raison. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue le point de vue économique. Si monsieur, tout ça, tous les oligarques, les milliardaires, super milliardaires, les plus riches, se font un peu de soucis aujourd'hui, et si vous avez la chemise pour aller dans la guerre idéologique, c'est pas pour rien. Si on a racheté BFM TV,
comment il s'appelle là, Bolloré qui a racheté BFM TV, CNews, tout ça, la télévision italienne aussi, c'est lui qui l'a acheté. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on confond souvent le profit et le taux de profit. C'est pas la même chose. Le profit, c'est ce que les patrons nous volent. Le taux de profit, c'est comment ils nous volent en investissant 1 franc, combien de temps il leur faut pour en avoir 2, par exemple. C'est ça le taux de profit. Voilà. Et le taux de profit en ce moment, il se porte très mal. Il a une période. Et le taux de profit, quand il se porte mal, vous n'avez qu'une façon de résorber, c'est détruire une partie du capital des autres, de ce qu'elles ont que vous, d'augmenter la durée du temps de travail pas payé, c'est ça, ils ont très bien compris, ils le font. Et puis si ça ne suffit pas, il reste la solution géniale, c'est la guerre. Et concernant la démocratie... Et ça, rien ne nous dit qu'on ne l'aura pas. On n'a jamais autant parlé de démocratie. Je m'amuse quelquefois à compter le nombre de fois que ces gens-là prononcent le mot démocratie dans les médias. Mais c'est indécent. Indécent. Ouais. Quand on regarde la réalité, les Bolloré et consorts, c'est ça la démocratie. Bien sûr. Bien sûr. José Jean-Pierre. Moi, je voudrais simplement attirer votre attention sur un truc qui s'appelle, qu'on appelle intelligence artificielle, qui est une transformation monumentale qui n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une machine et à qui on apprend simplement à faire un certain nombre d'opérations comme d'habitude et à apprendre à faire ces opérations. C'est tout. Mais il faut imaginer ce que ça implique comme transformation dans les forces productives que nous connaissons. Parce que la baisse du temps de travail, avec ces machines-là, oui. Les transformations des travaux à effectuer avec ces machines-là, oui. Est-ce que, y compris notre bourgeoisie, l'a compris? J'en suis... Je redis, est-ce que notre bourgeoisie l'a compris? Oui, oui. Est-ce là-dessus? Non. Notre bourgeoisie... Bon, écoute, si tu veux le dire à ma place... Continue. Mais c'est pas possible, ça. Moi, j'essaie de réfléchir, et je peux pas réfléchir simplement en étant coupé. Notre bourgeoisie, je répète le mot, notre bourgeoisie ne l'a pas compris. C'est pour ça qu'elle recourt à des trucs traditionnels, et quand je dis notre bourgeoisie, je veux dire la bourgeoisie européenne. Elle est en pleine perte de vitesse, son impérialisme se casse la gueule. Qu'est-ce qu'elle trouve à l'initiative du rapport Draghi? C'est on va relancer l'industrie militaire. Comme en 14, on est reparti. On est reparti comme en 14. Que font les États-Unis, les Russes et les Chinois? Ils développent les recherches sur ChatGPT, tutti quanti. Parce qu'ils savent que la transformation des forces de production, elle passe par là, que la relance de l'impérialisme passe par là, pas par la guerre. Et si on veut se battre contre la guerre, il faut se battre contre ce type de choix. L'armement, le budget militaire qu'on a aujourd'hui, c'est un scandale. L'idée qu'on va le monter, on l'a déjà monté, je crois que c'est 40% par rapport aux années précédentes, et on veut... Et là tout d'un coup, l'Union européenne, la Van der Leyen et les autres acolytes, ils ont décidé que là, on pouvait faire des dettes. Là, on pouvait lancer des prêts sans intérêt. Et pourquoi on ne le fait pas pour la Sécu, pour la santé, pour l'école, pour les grosses infrastructures structurantes dont on a besoin? Le développement des trains. Qui en a besoin? Attends, j'ai demandé. Eux, ils n'en ont pas besoin. Hein. Attends. Alors, sur l'intelligence artificielle, la bourgeoisie française, elle n'est pas en retard. Moi, je fais partie du club business. Tous les 15 jours, il y a des réunions. Suivant les activités de travail, je peux vous montrer sur le téléphone, il y a des réunions qui se passent à Monaco ou autre. Donc, ils mettent ça en application, ils ont les moyens. Mais, moi, maintenant, sur une autre situation. Sur la planète, on ne nous dit pas tout. En Roumanie, en Bulgarie, en Turquie, pour différentes raisons, en Iran, il y a des manifestations de jeunes, mais par millions. Moins en Bulgarie, mais il y a du monde dans les rues
mais on ne nous informe pas pour quelle raison. C'est qu'ils contestent tous les pouvoirs. Même en Roumanie, on a viré un gars d'extrême droite, un pro-Poutine en fin de compte, qui était élu, il avait la majorité. Et il y a des centaines de millions de gens qui le soutiennent. Et donc maintenant, on a trouvé une astuce, on ne fait plus des coups d'État, on les arrête, hein, comme en Turquie, le maire d'Istanbul, on dit voilà pour corruption, etc. Mais ça bouge sur la planète, ça bouge. Et je crois que le capitalisme, il a peur de tout ça. Donc il nous faut, si un conflit armé, tout le monde ferme les yeux, parce qu'on devient tous des victimes. Hein. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à le capitalisme, quand même, il a une aide, c'est sociodémocrates. Parce que regardez, certains du PS, les Valls et le Hollande, etc., ils nous trucident. Le droit du travail réformé, c'est Hollande, c'est pas Macron. Macron, en 15 jours, quand il a été élu, il a mis en application. C'est un recul de tout. Et on voit quel rôle ils jouent aujourd'hui. Ils trahissent le mouvement progressiste. Une partie, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais, donc, pour les travailleurs, pour les gens, ils ne savent plus comment se retourner. Hein. Et syndicalement, ça devient aussi une catastrophe. Il y a un affaiblissement en général dans le pays. Hein. Juste un mot par rapport à ce que tu as dit. La bourgeoisie française, elle se plante par rapport à l'IA. J'en veux qu'un seul exemple. Lorsqu'il a fallu équiper avec des logiciels informatiques les services publics, les services de l'État, on a fait appel à Microsoft. Moi, il m'est resté en tête les premiers plans ordinateurs dans les collèges des Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, on nous a fourgué, alors que ce n'était pas le cas partout ailleurs, on nous a fourgué du Texas Instruments. Pourquoi? Parce qu'on avait une usine à la Gaude et que le médecin, il était très bien avec l'usine à la Gaude. Pire, quand il a fallu, avec ces ordinateurs-là, mettre en place des systèmes de logiciels qui permettent d'enregistrer les bouquins, encore le même, serviteur de la bourgeoisie locale, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré essayer de mettre en place un logiciel spécifique aux Alpes-Maritimes, sans rapport avec le logiciel national qui avait été fait exprès pour l'éducation nationale, qui permettait à tout documentaliste de scanner un bouquin avec le code barre qu'ils ont tous et de dire celui-là on le rangera là, il s'appelle comme ça et il y a une fiche qui est prête. Il a fallu que les documentalistes dans notre département se tapent tout le boulot. Alors ils avaient peut-être des réunions collectives pour le faire, mais vous imaginez le type de conneries. Ça, c'est la bourgeoisie niçoise. Mais au niveau national, parce que je regarde un petit peu ce qui se passe, ils ont organisé, c'est vrai, des tas de conférences. Mais ces conférences, c'est pas pour dire on va développer cette industrie ou cette ingénierie de fabrication de ces machines. Non. C'est comment on va utiliser le matériel américain et on interdit d'utiliser le matériel chinois. Tiens, c'est curieux. On a fait le même truc avec les vaccins. Pas de vaccin cubain, pas de vaccin chinois. Non, non, ça c'est le diable. Donc on ne prend pas. Michel. Oui, moi je crois que la vision locale... Et ce sera la dernière intervention. Ouais, parce que je crois que la vision locale, c'est terminé ça. Je pense qu'on est en train de se retrouver dans un univers complètement ouvert, dans lequel aujourd'hui, l'espoir qu'on peut avoir, nous, c'est que la logique prédatrice de la loi du capital, elle est à bout de souffle. Elle est à bout de souffle, ça fait que l'aspect organisationnel qui fonctionnait jusque-là, avec la loi du marché qui devait tout réguler, etc., est en train de se casser la gueule. Et qui est-ce qui en retire les mains du feu? C'est les milliardaires. Les milliardaires chez nous, c'est qui? C'est les Bolloré, c'est les Arnaud, etc. Et aux États-Unis, ben, on sait qui c'est, quoi. Hein. Et c'est eux qui prennent le pouvoir. Et ils mettent la dictature partout. Dans tous les pays qui nous entourent, il y a des dictatures maintenant. C'est pour ça que ce qui se passe aux États-Unis, moi, me semble fondamental. Oui, il faut qu'on s'y intéresse de près. Il faut qu'on suive ça de près. Et quand on voit, pardon, pour revenir un peu à... pour prolonger un peu cette idée-là, quand on voit ce qui se passe, par exemple, à Columbia,
qu'on refuse de mettre 400 millions, que Trump décide de fermer les crédits donnés à l'université, oui, et que les programmes de recherche sont annulés et que l'université cède aussitôt, oui, il faut s'interroger, quoi. Il y a quelque chose qui se joue et qu'on va avoir, nous, qui nous pend au bout du nez. C'est pour ça que quand on parle d'éducation populaire, etc., c'est bien la bonne entrée qu'il faut garder. C'est la seule qu'on puisse tenir, nous, quoi. Hein. Donc on va stopper là. Donc vous avez retenu l'idée. Ce qui a été essayé, ce n'est pas du socialisme ou du communisme, c'est autre chose. On va dire c'est du stalinisme. Vous aurez le texte, vous pourrez vous y reporter. J'arrête là et juste une information qui prolonge cette discussion. De septembre à décembre 2025, donc, je vais proposer un cycle de conférences sur le capitalisme d'aujourd'hui. Alors, avec une conférence ou deux sur les fondamentaux du capitalisme, disons un peu intemporels, mais je vais aborder la question des GAFAM, etc., etc. Hein, ce qu'on appelle le techno-féodalisme de nos jours. Donc septembre-décembre, un module sur le capitalisme, et après, janvier-juin, ce sera a priori la Chine. Prochain rendez-vous le 7 mai, et là-bas au local, Place Saint-Roch. Juste à côté.